Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux oscillateurs couplés. Et cette vidéo est très particulière puisqu'elle va se servir de deux de mes chaînes YouTube. La première, c'est bien sûr la chaîne de Mécanique du Point où on a vu déjà les oscillateurs amortis juste dans la vidéo précédente et même les oscillateurs forcés. Et là, on va regarder ce qui se passe quand on associe deux masses à un ressort. Donc voilà, ça c'est lié à la partie mécanique, mais en même temps, on va avoir besoin d'ingrédients de maths qu'on va aller piocher sur les matrices. Donc si vous n'êtes pas à jour, je vous recommande d'aller regarder ma chaîne un peu mathématiques en vrac, où j'ai traité des matrices, et en particulier des diagonalisations de matrices qu'on va avoir besoin ici. Donc pour cette chaîne, ça c'est un exemple d'application de la diagonalisation de matrices pour résoudre un problème de physique. Alors voici le problème qu'on va essayer de traiter. Encore une fois, on va faire un problème relativement simple. On va imaginer qu'on a deux masses, une masse M1 et une masse M2, qui sont couplées par un ressort horizontal. Toujours le choix de mettre les choses horizontalement pour simplifier les problèmes, puisque le poids ici de ma masse M2 va être compensé par la réaction du support, et on va avoir la même chose au niveau de M1. Donc finalement, on va avoir besoin de faire que le bilan des forces sur l'axe des X. On va aussi simplifier le problème en négligeant les forces de frottement, donc on imagine qu'on n'en a pas, et on va traiter ce problème. On va, dans un premier temps, faire le bilan des forces sur M1, ensuite le bilan des forces sur M2, et on va voir que finalement, dans notre problème, on va avoir un problème qui va coupler les équations du mouvement de la masse M1 avec celui de M2, et on va résoudre cela grâce aux matrices en particulier, et aux résolutions d'équations différentielles, puisqu'on va également avoir des équations différentielles à traiter. Donc on va faire ça pas à pas, ensemble. Donc faisons le bilan des forces subies par la masse M1. Si on regarde, en fait, M1 va subir qu'une seule force, puisqu'on a donc les forces poids et réaction qui se compensent. On va donc avoir qu'une seule force horizontale. C'est finalement le ressort qui va agir sur la masse M1. Ce ressort, il va agir comment? Ça va dépendre de sa longueur. Et si on allonge mon ressort, on va tirer ma masse M1 vers la droite. Si on contracte mon ressort, on va le pousser vers la gauche. Donc ça s'écrit comment? Si je déplace ma masse M1 sans bouger ma masse M2, je vais contracter mon ressort. Donc je vais avoir une poussée vers la gauche, ce qui se traduit par un moins kx1. Et de la même façon, si je tire mon ressort M2, si je tire ma masse M2, je vais tirer mon ressort vers la droite, et ma masse M1 va subir une force vers la droite. Donc ça va me donner un kx2. Une fois qu'on a écrit ça, on a écrit finalement toutes les forces subies par ma masse M1, et donc on a fini notre bilan des forces. On fait la même chose sur ma masse M2. Donc ça, c'est facile à faire. En fait, on peut dire que finalement, M1, si je déplace M1, je vais engendrer une force sur M2. Si je déplace M2, je vais engendrer une force sur M1. Mais ces forces vont s'opposer. Donc c'est le principe d'action-réaction. Donc vous allez trouver finalement la même force, mais de côté opposé. Donc c'est la même force, kx1 moins kx2, mais vous voyez que j'ai juste inversé les signes. On peut également faire la petite réflexion que j'ai faite précédemment en disant qu'est-ce qui se passe quand je déplace ma masse M2, je vais allonger le ressort, donc ça va tirer vers la gauche. Et si je déplace ma masse M1 positivement vers la droite, ça va compresser mon ressort et donc ça va pousser ma masse M2 vers la droite. Ça donne exactement le même résultat. Donc voilà, le bilan des forces est fait sur mes masses M1 et masse M2, et je vais pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique. J'obtiens donc que moins kx1 plus kx2 est égal à mx1 point point, et j'obtiens la même forme d'équation, mais kx1 moins kx2 égale mx2 point point pour la masse M2. Vous voyez une simplification que j'ai ajoutée, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis là. J'ai choisi de prendre mes masses M1 et M2 identiques, donc ici c'est M qui apparaît. C'est une simplification, c'est pas ce que je veux traiter dans le problème ici en mettant des masses différentes. Je veux vous montrer comment on résout de façon automatique, entre guillemets, de façon propre ce genre de problème. Donc j'ai choisi de simplifier les choses en prenant des masses identiques. On a donc deux équations, et vous pouvez voir qu'ici, j'ai les coordonnées x1 et les coordonnées de x2 qui jouent sur la dérivée seconde, donc sur l'accélération de ma masse M1. Et on a exactement la même chose, x1 et x2, qui va jouer sur l'accélération de ma masse M2. On a donc affaire à des équations différentielles, mais elles coupent les coordonnées x1 et x2. Donc c'est quelque chose qui est relativement difficile à traiter si on regarde ça à première vue.
Comment on va faire pour traiter ça? On va réécrire le problème sous forme matricielle. Alors pourquoi on fait ça? On peut traiter à la main en fait ce problème sans passer par la notation matricielle. Néanmoins, là j'ai mis deux masses. On pourrait imaginer que je mette 3 masses, 4 masses, 5 masses. Et là, ça devient très compliqué. Si je mettais 3 masses, bah, j'aurais finalement un couplage à 3 ingrédients, x1, x2, x3. Si j'avais n masses, j'aurais x1, x2 jusqu'à xn, ça deviendrait compliqué. Et donc, pour prendre en compte tous ces couplages, bah, le plus simple, c'est d'écrire ça sous forme de matrice. Néanmoins, là, on va rester à 2 dimensions, ce qui va nous permettre de voir le protocole, comment on résout les choses. Ça va nous permettre aussi de voir de la physique. Et c'est un très bon exemple. Après, à n dimensions, ça devient naturellement plus compliqué d'un point de vue maths. Donc voilà, j'ai réécrit sous forme matricielle exactement les équations centrales que vous voyez ici. J'ai mis moins k, k, si je l'applique ici à mon vecteur x1, x2, j'ai moins k, x1 plus k, x2, vous retrouvez la ligne qui est ici. Et si je prends k, x1 moins k, x2, j'ai la ligne qui est en dessous. Euh, donc ça me permet d'écrire de façon très compacte finalement les équations que j'ai au-dessus. Et ça, bah, je vais donc faire l'égalité avec mon principe fondamental de la dynamique. C'est donc égal à m fois x1 point point, x2 point point. Voilà une notation succincte et claire de la matrice que j'ai à traiter pour résoudre ce problème. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire comme d'habitude, simplifier un peu mes notations pour après poser le problème et le résoudre. Donc ce qu'on va faire, c'est habituel. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer mon m de l'autre côté, du côté gauche de mon équation. Et ici, vous voyez que j'ai des k qui apparaissent, je vais le mettre en facteur. Donc j'ai finalement k sur m, facteur de moins 1, 1, 1, moins 1, fois le vecteur x1, x2, et ça, c'est égal à x1, point, point, x2, point, point, mes accélérations. J'ai donc à résoudre un système d'équations différentielles couplées, et si vous êtes en L1, vous ne savez pas faire ça. Donc on va essayer de voir comment on fait ça, mais le plus simple, c'est de savoir travailler avec des matrices. Donc vous pouvez regarder toutes les vidéos qui vous permettent de comprendre comment on va utiliser les matrices pour en arriver à ça. Donc là, vous mettez pause pour les étudiants de L1 et allez voir les matrices, et puis après vous revenez pour voir comment on résout ça. Pour ceux qui ont vu comment résoudre les matrices et que vous connaissez un petit peu la mécanique, bah, vous allez comprendre ce qu'on va faire juste après. Donc voilà, on va résoudre l'équation suivante, une équation sous forme de matrice. Ici, je pose comme d'habitude k sur m égale oméga 0 carré, la pulsation propre. La matrice moins 1, 1, 1, moins 1, je vais l'appeler la matrice m. Ici, vous avez les coordonnées x1 et x2 que je vais noter grand X. Et ici, vous avez les dérivées par rapport au temps de ces mêmes coordonnées que je vais noter x point point. J'attire votre attention sur le fait que x1 et x2 sont deux coordonnées d'objets très différents en réalité. On a deux grandeurs physiques très différentes. On a la position de la masse M1 et la position de la masse M2. C'est pas un système de coordonnées XY avec orthogonal, hein, comme on a vu dans d'autres exemples. Ici, on a vraiment deux coordonnées, x1 et x2, qui reflètent la position de deux objets différents, deux grandeurs physiques différentes. Je les ai pourtant mis dans une matrice, et j'ai créé un vecteur avec ça, j'ai tout à fait le droit de le faire, parce que finalement, ce que j'ai écrit d'un point de vue maths est juste. Mais voilà, il faut faire attention, on n'est pas en train de traiter exactement la même chose que des coordonnées x, des coordonnées y et des coordonnées z. Là, si je voulais calculer une norme ou quelque chose comme ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, donc faites attention à ça. Néanmoins, pour traiter mon problème et mon problème de masse couplée, je vais pouvoir me servir de cette notation en sachant ce que je fais. Donc allons-y. On va résoudre maintenant ce système d'équations différentielles. La technique est la suivante. Là, j'ai mon équation différentielle écrite de façon très réduite et je vais diagonaliser ma matrice M. Je vous rappelle que diagonaliser ma matrice M, c'est l'écrire sous la forme suivante. Je vais remplacer ma matrice M par une matrice de passage P, une matrice diagonale D et la matrice P-1 qui est l'inverse de ma matrice de passage. Et en plus, on a vu que si on prenait comme il fallait ma matrice de passage, et ben, cette matrice inverse pouvait être très simplement exprimée si on a une matrice facilement inversible. Et donc, on verra ça un petit peu plus loin. En tout cas, on va faire exactement ça dans notre problème. Alors, ici, avant de se lancer dans le calcul de la diagonalisation, je voudrais vous montrer exactement ce qui va se passer.
je vais multiplier finalement, je vais appliquer plus exactement ma matrice inverse de passage P-1 du côté gauche et du côté droit de cette équation. J'aurais dû l'écrire ici, mais vous comprenez ce que je fais. Moi, ce qui m'intéressait, ce terme-là, et celui-ci. Si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai P-1 x point point que vous avez ici, et ici j'ai P-1 oméga 0 carré. Le oméga 0 carré, c'est une constante, donc je peux la décaler. Et je vais me retrouver avec P-1 fois P. Or, P-1 fois P, ça fait la matrice identité, et la matrice identité disparaît. Puisque, en plus, vous pouvez vous en convaincre, elle n'a aucune action. Et si vous multipliez votre matrice diagonale en plus, bah, vous allez voir, ça ne modifie pas du tout votre matrice diagonale ici. Donc, je me retrouve avec l'équation suivante ici. P-1 x point point égale oméga 0 carré d P-1 x. Je vous rappelle que x, c'est les coordonnées réelles, vraiment les positions, mais de masse. Mais P-1 x, eh ben, c'est une transformation qui va me permettre d'aller dans l'espace propre de ma matrice. Donc si je fais P-1 sur x, je vais aller dans ce qu'on appelle l'espace propre de ma matrice. Et donc, je vais avoir des nouvelles coordonnées que je vais noter x' dans ma base propre, avec des x1' et des x2', donc des coordonnées dans cet espace, qui sont des combinaisons linéaires de x1, x2. Et voilà la matrice que j'obtiens si je fais ce changement d'écriture. P-1 x, x point point, je le remplace par x point point prime. Les coordonnées dans ma base propre dérivées deux fois par rapport au temps. Et ici, j'ai les coordonnées dans ma base propre x'. Or, dans cette base propre, eh ben, on va avoir quelque chose qui va être très simple à résoudre pour mon équation différentielle, puisque si je vous écris maintenant cette équation différentielle de façon plus explicite, x' point point, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de x1', x2', et ça, c'est égal à quoi? Oméga 0 carré de ma matrice diagonale qui prend les valeurs propres. Donc, gamma 1, gamma 2, ce sont les valeurs propres de ma matrice diagonalisée. Et x1', x2'. Or, vous voyez que dans cet espace, dans cette base propre, eh ben, finalement, je vais découpler mes coordonnées x1' et x2', puisque grâce ou à cause, je ne sais pas comment le dire, grâce à ma matrice diagonale, je ne vais plus mélanger x1' et x2'. Et on peut même écrire ça de façon encore plus compacte. On se retrouve avec deux équations différentielles découpées dans cette base. La dérivée seconde, si je prends la première ligne, c'est la dérivée seconde de x1', qui est égale à oméga 0 carré de lambda 1 x1'. Et si je prends la ligne du bas, je vais avoir la dérivée seconde de x2' qui va être égale à oméga 0 carré lambda 2 x2'. Donc de façon générale, je l'ai écrit ici, on a la dérivée seconde de x' i par rapport donc au temps, qui est égale à oméga 0 carré lambda i, la valeur propre de la ligne que vous avez choisie, x' i. Et ça, vous voyez que ce sont des équations qui ne sont plus couplées. Elles sont beaucoup plus simples à résoudre et vous savez normalement faire ça depuis un certain temps, résoudre ce genre d'équations. Donc la démarche est la suivante, il faut bien la comprendre. On va écrire notre couplage dans un système, dans une matrice. On va diagonaliser cette matrice pour trouver une matrice de passage qui nous permet d'aller dans une base propre où les équations deviennent découplées et où on sait les résoudre. Mais il faudra bien se rappeler que dans notre espace propre, x1 et x2 sont eux couplés. Et il va falloir se poser la question de comment ils sont couplés. Heureusement, on sait faire ça puisqu'on va savoir comment ils sont couplés grâce au vecteur propre. Donc voilà la stratégie de résolution de ces équations différentielles couplées. Ok, alors revenons sur notre exemple, parce que là, on a un peu généralisé le problème. Revenons sur la matrice en question. Je vous rappelle que notre matrice M, c'est -1, 1, 1, -1. Et en fait, on a déjà traité cette matrice. Alors, pas tout à fait, parce que j'ai fait une petite faute. Vous allez regarder la vidéo précédente. Vous allez voir que j'avais mis 1, -1, -1, 1. Alors là, les -1 sont sur la diagonale et les 1 sont sur l'antidiagonale. J'ai inversé les deux. Ça va avoir juste une toute petite modification. Je vous la signalerai au moment où on arrive. Mais vous pouvez regarder exactement ce qu'on a fait. Et vous allez montrer que vous avez une valeur propre lambda 1 qui vaut 0, avec un vecteur propre qui est en 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ce vecteur propre, c'est le vecteur propre normalisé, normé. C'est celui qu'on utilise pour avoir des matrices de passage qui vont être simples à inverser. Donc, c'est celle qu'il faut utiliser, en fait. Et on sait que dans ce cas-là,
on a un couplage qui est tel que x1 va être égal à x2. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a montré dans la vidéo sur la diagonalisation de matrice. On a également une deuxième valeur propre, et c'est là où il y a une petite différence, puisque si vous regardez la vidéo, j'avais une valeur propre qui valait 2. Or là, ici, elle vaut moins 2. Bah, c'est tout simplement parce qu'on a fait cette modification par rapport à la matrice que j'ai traitée dans la vidéo précédente. Donc on n'a pas 2, mais on a moins 2, ça ne change pas grand-chose, hein. Le vecteur propre va être le même parce que lui, il n'est pas changé. En fait, on peut prendre moins le vecteur propre si on veut, et on obtient un autre vecteur propre normé, mais on aura donné quelque chose d'un peu différent, mais ça ne change pas grand-chose. Donc on a toujours notre vecteur propre en 1 sur racine de 2 et en moins 1 sur racine de 2. Et on a montré que ce mode propre, que je vais noter mode 2, et bah, ça donne un couplage x1 est égal à moins x2. Alors ce couplage, je fais juste une petite parenthèse, vous le voyez directement dans le vecteur propre, parce que vous voyez qu'ici, on doit mettre la même valeur dans mes deux coordonnées. Ça veut dire que x1 et x2 vont être identiques, alors que ici, vous voyez que x1 va être égal à moins x2. Donc on voit le couplage inverse. Je vous rappelle également que mes vecteurs propres sont calculés dans ma base d'origine, pas dans la base propre, mais dans la base dans laquelle on donne les vraies coordonnées x1, x2. Donc ça, c'est aussi important à bien se mettre dans l'esprit. Ces coordonnées-là sont bel et bien des modes de fonctionnement, et on verra à quoi ça correspond quand on aura fini notre exercice. Ce sont des modes particuliers dans l'espace réel de déplacement x1 et x2. Pas x', x2', mais vraiment x1 et x2. Donc ça aussi, bien à noter à ce moment-là. Une fois qu'on a ça, on a trouvé nos modes propres, on a trouvé nos vecteurs propres, on peut fabriquer notre matrice diagonale. Donc on va mettre les valeurs propres sur la diagonale, ça me fait 0 et moins 2. Et on va mettre les vecteurs propres associés. Donc ça, c'est le vecteur propre associé à V1, donc à la valeur propre lambda 1, donc c'est V1. Ça, c'est V2. Et on va l'écrire sous une forme factorisée, c'est plus pratique. On va mettre le 1 sur racine de 2 pour voir qu'on a 1, 1, 1, moins 1. Ça, c'est notre matrice P. Et en fait, notre matrice P, eh ben, c'est également égal à P-1. Là, je vous ai affiché les choses un peu en avant, mais c'est également égal à P-1, puisque cette matrice, en fait, elle est créée par les vecteurs propres normés. Et on a déjà vu que ça faisait que la matrice de passage était finalement était normée. Et donc, on pouvait dire que la matrice inverse, c'était la transposée de P, mais la transposée de la matrice que vous voyez ici, c'est directement P. Donc on a P et P-1. C'est super. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme... qu'est-ce qui va se passer? Revenons, donc ça c'est ce que je vous affiche depuis tout à l'heure. Si je réécris maintenant ici avec ma matrice diagonale, je me retrouve avec D2 sur dt2 de x1', x2' égale oméga 0 carré de ma matrice diagonalisée fois x1', x2'. J'ai donc deux équations à résoudre, une sur x1' et une sur x2', une associée à la valeur 0 et une associée à la valeur moins 2. On va développer ce produit de matrice, on sait comment faire, mais je vous rappelle que, attention, ici, cette fois-ci, on est dans l'espace propre. Donc ici, on a la coordonnée selon le mode 1, et ici, on a la coordonnée selon le mode 2. La coordonnée selon notre vecteur 1, V1, et la coordonnée selon notre vecteur 2. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on se lance dans la résolution en faisant tout simplement ce produit de matrice. Donc, j'ai fait 0 fois x1 fois 0 fois x2, ça fait 0. Et j'ai fait 0 fois x1 moins 2 fois x2. Excusez-moi, j'ai oublié les primes, naturellement. Donc, on a moins 2 oméga 0 carré x2'. Vous devez donc résoudre l'équation x1' point point est égal à 0 et l'équation x2' point point est égal à moins 2 oméga 0 carré x2'. Chose que vous savez déjà faire depuis longtemps. Si la dérivée seconde c'est égal à 0, ça veut dire que la dérivée première c'est une constante et que la fonction elle-même c'est en at plus b. Voilà, si vous dérivez ça deux fois, vous trouvez bien 0. Hein. Je pense que vous connaissez ça maintenant. Et ici, avec un moins 2 oméga 0 carré x2', vous pouvez voir facilement que si vous prenez une forme en c cosinus racine de 2 oméga 0 t plus phi, si vous dérivez deux fois ce terme, ça va faire descendre deux fois un racine de 2 oméga 0. Donc ça va vous donner le 2 oméga 0 carré.
Mais comme vous allez dériver une première fois votre cosinus, ça va donner un moins sinus. Que vous allez dériver une deuxième fois, ça va vous donner un cosinus, mais vous allez garder un moins que vous avez ici. Alors après, bien sûr, c'est pas la meilleure façon de faire ça, hein. Je vous ai vraiment montré que ça marchait, mais le plus joli, c'est de passer par des exponentielles euh, classiquement pour me démontrer que ça est bien solution de ça. Là, ici, j'ai écrit sous la forme la plus usuelle, je trouve, avec la phase qui nous permet de faire intervenir qu'une seule fonction, mais on peut également mettre un sinus, ça ne change rien à la place du cosinus, ou faire une somme de cosinus et de sinus si vous ne voulez pas avoir de terme de phase. Mais deux normes, deux amplitudes. Voilà, j'ai commenté ça. Alors maintenant que j'ai mes solutions, on va voir ce qu'on en fait de ces solutions. Parce que ces solutions, ce sont finalement deux modes propres que l'on a de fonctionnement. Donc ça, on a résolu cette fois-ci x', on a trouvé les deux expressions dans la base propre, mais je vous rappelle que x' c'est p-1 de x. Donc ce qu'on va faire pour trouver x, c'est qu'on va utiliser p cette fois-ci, qu'on va faire agir sur x'. La matrice P et la matrice P-1 sont dans notre cas identiques, donc on va pouvoir appliquer la matrice P qu'on a vue précédemment à x', x' étant ce qu'on a calculé ici. Donc j'ai la matrice P, c'est 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1, que je vais appliquer à mon vecteur AT plus B, c'est cosinus racine de 2 oméga 0t plus phi. Faisons-le, hein. C'est relativement simple. Vous voyez que quand je vais l'appliquer, ça va me faire ça fois ça, plus ça, fois ça, pour trouver la coordonnée, la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée, je vais faire ça fois ça, moins ça. Et donc, j'obtiens exactement la structure que vous voyez en dessous. J'ai factorisé le 1 sur racine de 2. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, on peut le réinjecter dans le A, dans le B et dans le C. Donc voilà, c'est un facteur de normalisation. Il n'est pas très important. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que j'ai finalement une fois AT plus B, que vous voyez ici, plus une fois C cosinus racine de 2 oméga 0t plus phi. Et pour l'autre ligne, j'ai une fois ça, mais j'ai moins 1 fois le cosinus. Donc en fait, j'ai la même forme en haut et en bas, avec un signe plus ici et un signe moins là. Et donc ce qu'on voit, finalement, c'est que on a une superposition de nos modes propres, puisque la première partie que vous avez ici, c'est le mode propre qu'on a vu, le mode 1, où on a une translation. Ça correspond à une translation que vous pouvez voir cette petite animation, où mes deux masses vont se balader en restant à distance constante. C'est vraiment une translation, à vitesse constante en plus. Si vous regardez la dérivée de AT plus B, vous allez trouver A. Donc c'est vraiment une translation à vitesse constante, translation rectiligne. Et ici, si on regarde ce deuxième terme, c'est le deuxième mode. Lui, c'est un terme qui correspond à une oscillation, mais attention, comme ici j'ai un moins et ici j'ai un plus, j'ai une oscillation où lorsque l'un va être maximum, l'autre va être minimum. Donc je vais vraiment avoir ce mouvement, chacun en opposition, hein. Quand l'un est maximum, l'autre est minimum. Quand l'un est minimum, l'autre est maximum. Donc j'ai vraiment une oscillation comme ça. Et en réalité, ça, ce sont deux modes propres, qui correspondent à mes deux vecteurs propres. Ça correspond au cas où x1 est égal à x2, et ça correspond finalement au cas où x1 est égal à moins x2. Attention, j'aurais dû peut-être mettre ma boîte ici en englobant le moins, hein, puisqu'on a vraiment moins le moins x2 qui apparaît ici. On a superposition de nos modes propres. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la somme des deux. On va voir exactement ça, une translation plus une oscillation. Donc on a vraiment un espèce de mouvement de chenille avec mes deux objets qui oscillent et en même temps qui avancent. Voilà ce qu'on obtient avec la superposition de mes deux modes propres. Donc j'ai fini de vous présenter ce que je voulais vous montrer. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer l'utilisation de la diagonalisation de matrices pour résoudre un problème de mécanique un peu plus compliqué que d'habitude. On peut discuter très longuement de la physique qu'il y a derrière les modes propres, euh, mais j'espère vous avoir convaincu de l'utilité. Une chose importante à comprendre, c'est que finalement, lorsque on va étudier un problème, on va pouvoir passer ici un problème où il y a des choses qui sont couplées, en particulier ces problèmes avec des ressorts qu'on couple. On va pouvoir passer dans un espace, une base, dans lequel on va pouvoir étudier des déplacements particuliers qui vont facilement se comprendre. Et en fait, dans le monde réel,
on va avoir une superposition de ces modes propres, de ces déplacements particuliers. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent en physique. Donc c'est très très fondamental de comprendre cette démarche. Voilà, je vous remercie. Je m'arrête pour cette vidéo qui est, à mon avis, un peu dense. Donc je vous propose de la regarder plusieurs fois si, s'il y a des points qui sont un peu plus compliqués, enfin qui vous paraissent compliqués. Je vous remercie.